personnes en plus de tout à l'heure pour les mêmes. Alors, et simplement, donc le thème de l'atelier, hein, je vous rappelle, sport, réussite éducative et réussite sociale. Vous avez fait connaissance avec M. Manouvrier, il y a M. Coche qui est là. Je vous laisse vous présenter après en allant, vous allez prendre la parole. Hein. Simplement quand même rappeler les partenaires, parce que voilà, c'est important, cette journée a pu se faire aussi, c'est aussi grâce à tous ces partenaires. Je ne sais pas si M. Delapenne est dans cette salle-là, de l'autre côté. Donc, direction régionale de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, voilà. Conseil régional de Picardie, Conseil général de la Somme, Amiens Métropole, l'Office des sports d'Amiens Métropole, France 3 Picardie, France 2 Picardie, le Courrier Picard, et puis un partenaire de longue date du CROSS, le Crédit Mutuel de Picardie. Donc, vous avez 1 heure pour échanger, vous poser des questions, avancer ensemble. Je vous passerai en allant, je vais démarrer de votre côté. Je vous laisse échanger. À tout à l'heure, monsieur. Bon, je vais avoir le plaisir donc simplement d'animer cet atelier pour uniquement donner la parole à ceux qui voudront, disons, apprendre. Et tout d'abord, je vous remercie d'avoir choisi ce thème. Certains d'entre nous se sont déjà présentés. Peut-être que très rapidement, nous allons faire un tour de table sans insister sur nos propres présentations, mais simplement pour que chacun d'entre nous sache à qui il s'adresse. Tout d'abord, je vais commencer par moi-même. Donc, Nicole Andermatt, je suis membre du CROSS et je suis d'autre part membre de la Fédération française de judo. Je m'occupe de la culture judo et je suis actuellement présidente du département de l'Oise. Voilà. Sandra Le Breton, je suis responsable technique et sportive de l'Union régionale sportive de la Grange. Donc, je suis chargée de la mise en place de la politique sportive de Léo Lagrange, axée principalement sur la fonction sociale et éducative du sport. Voilà. Donc Alain Nedelec, du comité directeur du CROSS, référent développement durable au sein du CROSS, et puis aussi secrétaire général du comité départemental de l'UFOLEP de la Somme. Jacques Hérissé, président de la Ligue de Picardie de judo. Cécile Novak-Grasso, responsable TR de la Ligue Picardie. Alexis Manouvrier, membre du bureau directeur fidé de handball. Villiers Florian, club de handball de Châtellerault, responsable du secteur jeune. Bruno Choron, membre du comité de la Somme de handball. Mélanie Sand, je suis animatrice à la ville d'Alpi et je suis de handball au club d'Alpi. Je suis Johan de Villers, je suis animateur au sein du service vie des quartiers de la ville d'Albine. Sébastien Villiers, chargé de mission au conseil régional. Sébastien Michaud, salarié du comité olympique et sportif de l'Oise. Sarah Persine, chargée de mission à la CPCA, conférence permanente des coordinations associatives. Yves Dumont, président du Picardie Handball. Jacques Perron, je suis chef d'entreprise et jusqu'à ce soir président du club de handball d'Amiens. Jean-Paul Coche, je suis cadre technique national de la Fédération française de judo. Bruno Delavenne, responsable du pôle de politique sportive à la FDSCS. Serge Pointin, je suis vice-président du comité régional de cyclisme. Benoît Mignot, je suis directeur adjoint chargé des sports au conseil général de Marseille. Rosa, responsable des installations sportives de la mairie Montataire. Camille Le Bourré, responsable des sports à la mairie Montataire. Claude Attier, j'ai été toute la année président du comité de la Somme de handball et je suis membre de la commission de développement de la fédération. Guillaume Hervé, journaliste, ancien du Picard, membre du DOS et responsable presse à l'UNC Football. Karine Delavie, responsable du service des sports de la ville de Côte. René Play, président de l'étoile sportive des Juniors de Bambou Football. Je vous remercie à tous. Nous avons un bel éventail de pratiques et de différentes institutions. Donc, nous avons entendu tout à l'heure des intervenants de la table ronde qui ont été, pour ma part, qui m'ont beaucoup intéressés, qui se sont trouvés complémentaires dans l'ensemble. Donc, dès à présent, certains d'entre eux certains des participants de cet atelier étaient à la table ronde. Si vous avez des questions qui vous restent sur le cœur depuis la table ronde, c'est le moment de les leur poser. Qui va avoir quelque chose d'intéressant à poser à tous ces messieurs et demoiselles?
aussi, en quoi le titre de champion à la Chouche en 92 t'a amené, au-delà du fait que tu es resté au milieu, bien sûr, mais les réussites sociales, qu'est-ce que ça veut dire pour une athlète qui a eu le grade au niveau de la je dirais que le titre olympique, pour tout sportif qui se respecte et qui fait de la compétition de haut niveau, je dirais que c'est vraiment le dernier challenge, c'est l'aboutissement d'une carrière. Hein. Donc, comme quelqu'un qui a de gros objectifs à l'école, quand on vise le haut, ben voilà, on est à un moment à l'aboutissement d'une carrière. Donc, effectivement, c'est aboutir une carrière de la plus belle des manières avec le titre olympique, puisque là on a une reconnaissance auprès de nos pairs du judo, mais également une reconnaissance au-delà du judo, puisque tout le monde nous reconnaît, et bon, il y a cette reconnaissance-là. Ensuite, je dirais que ça ne change pas fondamentalement la vie, puisque le judo reste un sport assez confidentiel, malheureusement, et quand on est champion olympique de judo, ben, il faut continuer à aller chercher, à aller bosser, à passer les diplômes, etc. etc. Donc, je dirais que pour nous, les judokas, voilà, c'est la consécration, mais il faut encore aller au charbon et aller chercher les diplômes pour pouvoir être intégré soit dans les institutions, soit rester au sein de la fédération. Donc, maintenant, ce parcours fait que, effectivement, c'est une plus-value. C'est quelque chose que je défends tous les jours auprès des athlètes, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas. Le fait de faire du sport, le fait de faire de la compétition fait qu'à un moment, tu as une énergie, tu as un parcours, et quelque part, c'est quelque chose qui est transférable, et qui est tout à fait transférable après pour la vie. Et je pense vraiment que c'est une école de la vie que de faire du sport. Et en plus de la compétition, il y a vraiment un intérêt à faire de la compétition, parce que je pense que c'est formateur. Alors c'est vrai que quand on réussit, c'est le top, hein, mais tout le monde ne réussit pas, et je pense que dans cet accompagnement, il y a un message à porter, les entraîneurs, les profs. Oui, tout le monde ne gagne pas, mais pour autant, ça t'a apporté quelque chose. Tout à l'heure, M. Monnet-Boyer, vous parliez de... voilà, on est porteur de messages, et c'est essentiel. Alors, quel que soit le message, il y a un message pour le sportif de haut niveau, pour la pratique loisir, c'est-à-dire que le sport est santé, le sport est partout, le sport est santé. Effectivement, il y a un de mes collègues tout à l'heure qui disait « À quand la licence gratuite et remboursée par la sécurité sociale ?» Moi, je ne sais pas, mais j'ai vraiment une bonne santé. Alors, je ne sais pas si c'est dû au sport, mais je pense que oui. Mon mari était sportif et il a une très bonne santé. J'ai 2 enfants qui font du foot. Bon, malheureusement, hein, personne n'est parfait. Mais il aurait pu faire du hand, oui. Mais ça se passe très bien dans le foot. Et je dirais qu'ils ont vraiment une très très bonne santé. Alors, je pense que voilà, on peut citer le sport comme un vecteur de santé, et aujourd'hui le sport est partout, et finalement les financements ne nous suivent pas, hein. Quand on voit le budget du sport, c'est rien du tout, c'est peanuts, c'est rien. Et pourtant on s'accorde tous à dire qu'on est partout, on fait tout, on est dans le social, on est dans l'économie, etc., etc. Et puis aujourd'hui on est toujours les pauvres, les petits pauvres, et on se bat, on s'arrache. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans notre culture. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont compris le message et qui ont envie d'avoir des sportifs au sein de l'entreprise, mais c'est vrai qu'on est dans une période où c'est moins fort qu'il y a une certaine période. Donc je pense qu'il y a là aussi un message à porter, c'est que attention à ne pas s'endormir là-dessus. On a encore besoin des entreprises, on a besoin des institutions. C'est un message qu'il faut porter tous les jours. Alors là, je suis sûre que je prêche des convaincus, hein. Mais alors comment peut-on faire, quoi? Comment fait-on? Parce que vraiment, on est en grande difficulté, nous, au sein de nos disciplines. Hein. Bon, peut-être pas le foot, hein, peut-être pas certaines disciplines qui se vendent, voilà. Mais comment fait-on, nous, les pauvres, les petites disciplines, comment fait-on pour... Alors c'est vrai que quand on est dans un sport de combat comme le judo, on se bat, mais le hand à côté de moi, c'est du combat, on se bat, et voilà, on a vraiment un réel besoin. Bon, malgré tout, on y arrive, hein, mais ça va être de plus en plus dur, on réfléchit. L'avantage du sport aussi, c'est qu'on s'adapte, on anticipe, mais bon, à un moment ça use, hein, quand même, hein. On aimerait bien aussi un peu... voilà. Merci Cécile, de toute façon, tu es brillante comme d'habitude. Et
puisque tu as parlé des petits sports, nous sommes tous des sports de renom. Monsieur Choron, le président du handball, pourrait peut-être nous dire exactement de quoi il parle. Je pars ici. Oui, pardon. Pas de problème. Donc, tout à l'heure, Alexis Menegouillet a bien parlé de la volonté du président et de l'équipe qui l'entoure de la Fédération française de handball de non seulement, bien sûr, accompagner et développer encore plus le parcours d'excellence sportive pour avoir des équipes nationales qui brillent au JO, par exemple, bientôt à Londres, j'en suis persuadé, mais également diversifier et ouvrir la pratique à des publics qui sont éloignés de cette pratique, de par parfois leurs conditions sociales dans l'existence, mais aussi parce qu'éloignés, parce qu'habitant des régions où l'accès n'est pas facile, ou bien éloignés parce que physiquement, il y a eu des soucis dans la vie qui font que. Et bon, le comité de la Somme s'est inscrit depuis longtemps dans cette volonté-là de diversifier les pratiques pour aussi fidéliser le public et pour ouvrir donc à de nouveaux publics. Alors moi je vais prendre 3 exemples, et je ne vais pas m'étendre trop longtemps pour laisser mes collègues compléter ce que je vais dire. Le premier exemple, c'est l'accès, le droit des femmes à la participation de la vie associative dans nos clubs. Elle est compliquée, ce droit est parfois compliqué à acquérir, ou tout au moins à faire valoir, parce que tout le monde le sait, les femmes ont plein de métiers dans la vie, professionnels et puis extra-professionnels, qui font que c'est pas facile. Notre volonté dans notre comité a été de dire comment on va faire pour que les mamans deviennent aussi femmes dirigeantes dans nos clubs, ou bien femmes joueurs dans nos clubs. Donc c'est un projet qui est en cours là dans notre département, avec une action qui se met en place et qui va se développer encore plus à partir du mois de septembre, où on va offrir aux mamans qui seront accompagnées par les dirigeantes déjà en place la possibilité de se former comme accompagnatrice d'équipe, comme maman dirigeante tenant une table de marque dans le gymnase ou chronomètre, ou bien même assistant des cadres qui encadrent les écoles de handball. Et donc avec tout un projet derrière ça et un challenge qu'on va leur proposer. Ça c'est la première action. La deuxième action concerne les plus jeunes, les 15 ans. Je pense ne pas me tromper en disant que dans toutes les disciplines sportives, ce public de 13-15 ans chez les filles n'est pas facile à fidéliser. C'est le moment où les filles parfois décrochent de l'activité parce qu'elles ne veulent pas faire le choix, par exemple, de la compétition de haut niveau, avec les contraintes de la quantité d'entraînement, parce qu'elles doivent suivre une copine qui part ailleurs. Donc, le challenge qu'on leur propose, c'est, à côté de la pratique du handball, c'est leur proposer une pratique aussi de jeunes entraîneurs, jeunes dirigeants, jeunes arbitres. Et là aussi, on fait un gros travail de formation en faisant attention à la mise en scène, à la pédagogie qu'on leur propose, c'est-à-dire les sensibiliser à la conduite d'un projet, à la dynamique de projet. Et ça a été testé, déjà c'est en place depuis plusieurs années au sein de la fédération, puisqu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau des jeunes dirigeants. Et ça porte ses fruits, puisque les filles qui, l'année dernière, ont suivi cette formation-là au sein du comité, continuent maintenant dans leur club à encadrer, par exemple, l'école du handball qui concerne les enfants de moins de 9 ans. Donc ça, c'était la deuxième action. Et la troisième action concerne le public masculin comme le public féminin qui s'est éloigné de la pratique parce qu'on a moins de conditions physiques, parce qu'on a passé un certain âge, et puis on arrête le handball ou on le pratique moins. Donc c'est le handball loisir. Tout à l'heure, Alexis en a parlé, avec le côté compliqué d'adapter la forme de jeu, de trouver le temps, le moment où cette pratique est possible. Alors ça se développe dans le département. C'est pas un handball de compétition, c'est un handball où les licenciés on leur demande de gérer leur rencontre. Donc il y a un responsable, bien sûr, il y a une commission qui existe, mais les clubs, on les adresse les uns et des autres. Ce téléphone, les équipes loisirs, ce téléphone, il y a le match qui se déroule, il y a la mixité dans les rencontres, il y a la convivialité, dont on parlait tout à l'heure, importante, et puis il n'y a pas la championne surtout. C'est une autre forme de pratique. Alors c'est intéressant parce que chez ces pratiquants en loisirs, il y a les dirigeants dont on a besoin dans nos associations.
Simplement pour terminer mon propos, hein, pour illustrer, on a demandé dans le comité, dans le département, aux loisirs licenciés déjà là, dans notre fédération, dans le comité, de prendre en charge l'organisation d'une manifestation en cette fin de saison. Cette manifestation va se dérouler le 1er juillet à Frexenville et ça s'appelle Handball en famille. C'est-à-dire que l'objectif, c'est, on dit aux parents, vous venez avec vos enfants, licenciés ou pas encore licenciés. Et il y aura du handball pour tout le monde. Des défis familiaux, pas des choses un petit peu originales. Il y aura plein de choses, bien sûr du handball hein, sur le gazon, avec des terrains pour les grands, des terrains pour les moins grands et pour les tout petits, mais également des moments de confrontation entre les familles, avec derrière ça, bien sûr, l'idée que ça va donner envie à ses parents, à ses enfants, de pratiquer le hand au sein de notre club dans une autre forme de pratique. Alors je vous montre simplement, hein, pour illustrer, il y a ce logo qui va être apposé sur le t-shirt qu'on donnait aux parents, c'est handball en famille, moi, ma maman, mon papa, on fait tous du hand dans le famille. Voilà. Alors, si tu permets, je vais passer la parole à mes deux voisins. Puisque vous êtes voilà. plusieurs représentants, voilà. Donc vous allez pouvoir compléter les propos du président les uns après les autres. Attention, nous sommes mixés dans le temps. Merci de votre intervention. On peut continuer avec donc, le représentant suivant du handball. Florian Ouvrier du club de hand de Fassenville. À Fassenville, il y a eu un concept qui a été mis en place en 2010. On appelle ça le Babyland. C'est-à-dire que les joueuses peuvent venir avec leurs enfants très jeunes, puisque c'est des filles qui sont quand même assez jeunes. Et dans ce cas-là, au club de hand, on a créé un parc. Un petit parc où une animatrice avec son diplôme de BAFA, qui est appelée directement par le club, vient effectuer une garderie pendant les entraînements et pendant les matchs. Et donc ça permet aux supporters ainsi qu'au club adverse de venir avec leurs enfants, ce qui permet derrière d'avoir quelqu'un qui surveille les enfants pendant les matchs, ce qui évite à ce que les enfants aillent également sur le terrain. Donc ça a été créé il y a 2 ans. La première année, ça n'a pas trop fonctionné. La deuxième année, ça a mieux fonctionné puisque maintenant, le club compte une dizaine d'enfants à chaque match. Donc, ce qui est pas mal. C'est un atelier où ils font de la peinture, du dessin, de la création, ou autre activité manuelle. Donc, le club de hand de Fassenville a tout pris en charge. Il n'y a eu aucune aide d'apporter à côté. Donc, ils prennent en charge le paiement de la personne qui vient, l'achat de tout ce qui a été acheté pour faire le parc. Le parc se situe juste à côté des tribunes, comme ça tout le monde peut avoir un œil sur ce qui se passe également dans le parc et sur le match. Et ce qui permet également à la fin du match, la personne reste, continue à garder les enfants pendant qu'à la fin, les supporters, les joueurs continuent de parler du match et dans un bon esprit convivial, continuent sur une troisième mi-temps. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est une bonne pratique et je pense qu'il y en a d'autres dans le handball. Vous avez d'autres représentants qui sont là. Dans le handball, vous prenez la parole. Donc, Yoann de Villers, je représente la mairie d'Abbeville. Je suis animateur au sein des quartiers. Moi, je vais vous parler d'une action qui a été mise en place il y a 4 ans. Donc, en collaboration avec le club de l'EAL à Abbeville et le comité de la Somme de handball. Donc en fait l'idée c'était d'amener les jeunes des quartiers dans les salles, les gymnases. Donc pour y aller progressivement, on a mis en place un tournoi sur les cités-stades, donc les lieux qu'ils connaissent déjà, pour leur faire découvrir le hand. Ensuite on les a amenés dans les gymnases et là on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout de contact avec les parents. Donc on a essayé de réfléchir. Et d'année en année, on a étoffé le projet. Et là, cette année, on a vraiment mis l'accent sur la famille. Donc on fait participer les enfants et on fait venir les parents sur les rencontres, sur les entraînements. Et c'est vraiment le point positif, c'était vraiment le gros point positif, c'est que les familles se sont appropriées le créneau. Un exemple, on est allé au Sandball à Fort-Mahon, organisé par la Ligue de Picardie. Et on s'est rendu compte que on n'avait plus rien à gérer. Les parents avaient pris les matchs en place, ils avaient tout noté, ils s'occupaient des enfants. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction au niveau de ce projet. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Pardon. Une question, et vous rajouterez après. Comment vous recrutez les enfants pour les tournois? Donc, nous, on est une
structure où on est 12 animateurs qui interviennent dans les quartiers. Donc on connaît les familles, on cible des jeunes soit en difficulté scolaire, soit qui ont un physique. Qui ont un potentiel pour faire du handball. Et on travaille aussi le midi en temps scolaire à la cantine. Donc, du coup, ça nous permet de voir davantage d'enfants. Et la plupart des enfants qui sont à la cantine sont au handball actuellement. Mais ils ne sont pas licenciés pour l'instant. Non, justement, on cible des jeunes qui ne sont pas licenciés et c'est pas forcément l'objectif final qu'ils se licencient au club. Même si... Il y a quand même une dizaine de licences des gamins du quartier qui sont venus à l'EAL handball cette année. Garçons et filles mélangés. Même si notre objectif, c'est qu'ils soient structurés dans n'importe quelle association sportive ou culturelle et qui sortent de leur quartier et qui découvrent... Donc c'est la proximité qui fait la possibilité de les toucher. Parfait. Mélanie, vous vouliez rajouter quelque chose? Ah oui, à chaque vacances scolaires, on essaie de rencontrer d'autres villes qui ont à peu près le même type de travail que nous. Donc là, récemment, on est allé à Méru ou à Soissons et on rencontre à peu près les mêmes enfants à chaque vacances, mais les enfants sont, à chaque fois qu'il y a une rencontre, ils sont tous là, ils sont présents et il y a un engouement tel qu'ils en redemandent tout le temps et là c'est la fin de l'activité et mercredi ils ont demandé de continuer. Donc pour l'année prochaine on va vraiment travailler sur le relationnel, travailler davantage avec les parents et je pense qu'avec les parents on peut... Comme disait Yohan tout à l'heure, au début on ne connaissait vraiment pas les parents, ils nous emmenaient les enfants et ils nous emmenaient ceux qui pouvaient, sinon on allait chercher les enfants avec le car municipal devant les maisons de quartier, donc on faisait un ramassage et là on peut noter qu'au centre bal à Formanon la semaine dernière, j'avais quasiment rien à faire puisque j'avais 10 parents, j'avais 6 équipes, donc les parents géraient eux-mêmes les équipes. Oui. Je peux simplement ajouter que c'est vrai que la relation entre les parents et les enfants qui se met en place, qui se renforce dans le cadre du handball a été vraiment constaté, quoi. Et donc au centre bal des US, qui s'est déroulé à Fort-Mahon, il y a eu un truc quand même phénoménal, c'est que même les parents, à un moment, on fait un match de hand, en fait. Les parents qui étaient complètement éloignés de la pratique sportive font du handball. Et on sait très bien que pour fidéliser les enfants dans une pratique sportive, quand on arrive à avoir les parents qui sont autour, qui s'intéressent, qui questionnent l'enfant en disant c'est bien, t'as pris combien de buts, comment c'est passé, etc. Et de plus, quand les parents commencent à jouer aussi, voilà, il se crée des choses, quoi. Et bon, pour en avoir discuté aussi avec les animateurs, c'est vrai que là, le lien qui se crée, qui est un peu différent, permet aussi d'engager des discussions sur autre chose que sur le handball, mais sur la vie scolaire, sur... Voilà, c'est un support. C'est sûr. De toute façon, ça permet une intégration, une intergénération, etc. Grâce à une nouvelle offre qui est le sandball. Le sandball, il y a 3 ans, c'est le handball de plage, il n'existait pas. C'est une nouvelle activité qui nous a permis d'aller... je crois qu'il y avait encore des personnes du handball qui pouvaient parler, monsieur. Le programme qu'on a mis en place, donc il pose plus le problème de l'insertion et de la reconversion des joueurs. Donc la PH, c'est le club athénois qui est en National 2, donc pour des non-handballeurs et beaucoup de handballeurs, ça doit être le CFA du football. Donc moi j'ai pris la présidence de ce club il y a 3 ans avec une problématique financière, comme à peu près tous les clubs, ça a été évoqué ce matin, puisqu'on devait avoir 5 000 €, je crois, de budget de sponsoring. Et je quitte ma présidence ce soir avec un budget de sponsoring à 200 000 € et une stratégie de recrutement de joueurs et de reconversion de joueurs qui, je pense, a été intéressante. La problématique était la suivante, c'est comment a-t-on de l'argent et pourquoi faire. Alors, on cherche tous des subventions, il y en aura de moins en moins tendanciellement, pour faire tourner nos clubs, bénévoles, opérations dans les quartiers, tout ça on fait tous le maximum, mais on cherche aussi d'avoir de l'argent pour payer nos athlètes d'une façon claire, athlètes qui à un moment donné vont faire un spectacle d'une façon claire et vont nous rapporter
des sponsors, des subventions et des gens en billetterie. Alors un club de N2, en tout cas ça ne paye pas encore, même si ça se professionnalise beaucoup, en tout cas ça se monétarise beaucoup le handball, ça ne paye pas ses joueurs. Et donc, on a fait un programme qui s'appelle l'APH, c'est le nom du club, Amiens Picardie Handball, votre club aujourd'hui, votre métier pour demain. Et ça s'adresse à une catégorie d'athlètes qui sont bien évidemment pas les plus jeunes. À 20 ans, on considère de toute façon qu'on va être champion du monde et qu'on va avoir plein de budget de publicité. Ça s'adresse à des joueurs qui ont 25-30 ans et qui commencent quelque part à se dire qu'ils ont eu la carrière où elle va être encore très bien, mais ça serait bien d'avoir une reconversion. Bien évidemment pas des niveaux de champions olympiques ou autres, qui sont pris en charge par des programmes fédéraux et des relations avec des grands groupes. Il y a eu quelques exemples ce matin. Donc nous on a joué à un démarrage de filière. Donc c'était de dire que le handball se calait. Alors à Amiens sur une filière qui sont les métiers de la fibre optique, ça aurait pu être l'éolien ou d'autres segments, pour une raison simple, c'est que quelqu'un qui a 25-26 ans, qui a fait que du sport, malheureusement il a fait les études qu'il a pu faire, et dans tous les cas de figure, il n'a pas de stage, il n'a pas d'expérience professionnelle. Donc quand il va se retrouver sur le marché de l'emploi vers une trentaine d'années, il aura par rapport à ses collègues de sa génération un déficit pour un chef d'entreprise qui sera effectivement rédhibitoire, et donc ça fait en plus des gens un peu désespérés puisqu'ils ont été très forts et très connus, et en même temps dans l'entreprise on a du mal à les accepter parce qu'ils n'ont pas la formation initiale ou un parcours professionnel initial qui permet effectivement de les recruter. C'est pas vrai dans des métiers nouveaux. Donc, quelqu'un qui a 26 ans aujourd'hui dans la fibre optique, ou 20 ans ou 30 ans, on s'en fout, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de diplôme et il n'y a pas de société d'expérience. Donc, on a mis en place ce programme et tous les ans, on a intégré 2 joueurs. Et on a aujourd'hui un set majeur, ça se joue à 7, le handball, qui sont plutôt des gens de D2, donc de deuxième division, qui viennent en N2 et qui acceptent donc de nous amener leur notoriété, leur savoir-faire et j'espère leur compétence sur un terrain, et donc qui apprennent de ce fait-là une carrière et un métier. Quoi qu'il advienne, en l'espace d'1 ou 2 ans, ils auront capacité à exercer une profession. Donc c'est ce que nous amenons, nous, entreprises sponsors. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des gens avec des valeurs. Et bien évidemment qu'on recrute des techniciens, bien évidemment qu'on recrute des gens sur des diplômes, bien évidemment qu'on recrute des gens sur un parcours professionnel, mais on recrute souvent des gens sur des valeurs. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile dans une entreprise, en tout cas dans une PME-PMI, c'est d'identifier les valeurs morales d'une personne, parce qu'on la voit, il y a un CV, et qu'on a du mal à savoir ce qu'elle vaut en tant qu'homme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que je vois mes salariés, quand je les vois courir ou pas, se cacher ou pas, être bagarreur ou pas sur un terrain de hand. Donc ça nous a apporté, en tout cas dans le hand, qui est un sport scolaire universitaire avec des gens autour du bac ou autour du bac plus 2, bac plus 3, on en trouve beaucoup. Ça nous apporte, nous, une validation de ce que sont ces hommes, de ce qu'ils vont savoir faire et de ce qu'ils vont nous apporter après économiquement, c'est notre métier. Et déjà, le club nous apporte, et on ne s'est pas trompé sur les 5 ou 6 personnes aujourd'hui qui sont au travail dans nos entreprises, on a bien évidemment une validation, et donc il y a un échange entre un petit club et une petite entreprise, ça a été dit pour le vélo tout à l'heure, au moins nous, c'est ce qu'on vient chercher. Ce qu'on apporte sont des métiers, ça va bien pour l'athlète, alors ce n'est faisable qu'à des niveaux où le temps d'entraînement n'est pas rédhibitoire par rapport, bien évidemment, à une activité professionnelle. Donc nous ne payons toujours pas nos joueurs, ou un tout petit peu. Ils ont un emploi en CDI, ils ont 2 vies, et c'est bien évidemment extrêmement difficile pour eux, et une vie sportive et une vie professionnelle. Ça nous a permis d'avoir des grands joueurs, donc d'avoir une grande salle, donc d'avoir du public, donc d'avoir du sponsor, et on a mis en place une chaîne un peu vertueuse qui permet à chacun, à l'entreprise, de trouver sincèrement des bons gars et vraiment des gens, ça a été dit, courageux, volontaires, qui n'aiment pas perdre. Alors moi je n'étais pas handballeur, j'étais judoka, j'ai mon idole à ma gauche, je suis ravi comme tout, comme on est enfant au spectacle. J'avais dit que dans le football j'avais plus de problèmes à imaginer, parce que j'avais reçu un président de club le même programme, pour 2 raisons.
à la fois, et c'est de votre faute, un niveau de formation initiale qui n'est pas suffisant des gamins, ce qui n'est pas du tout le cas dans le handball ou dans le judo, dans tous les exemples, et des aspirations à une rémunération en tout cas un rêve de rémunération dans le foot, qu'on ne sait pas faire. Un grand joueur, un très beau joueur de deuxième division au handball, ça gagne encore beaucoup d'argent pour la majorité d'entre nous, 3 000 € ou autre, mais ça veut dire que c'est quelque chose où la substitution sur un CDI en entreprise, une rémunération à quelques 2 000 €, c'est quelque chose qui est acceptable pour le joueur lui-même. Il ne perd pas tant d'argent que ça. Dans le foot, ils rêvent tous de gagner comme, alors je ne sais plus Zidane, maintenant c'est Nasri, donc ça j'avais un petit peu plus de difficultés dans nos échanges, on se connaît un peu, le modèle dans le football, mais je pense que dans le rugby ou autre, voilà une trilogie, l'entreprise trouve des hommes, c'est ce qu'elle cherche pour réussir, l'entreprise, on réussit peu si on trouve les bonnes personnes, le sportif trouve un métier, quoi qu'il advienne, et un métier pas en retard, vous voyez, quand on a 30 ans et qu'on veut faire carrière dans la banque ou dans la grande distribution, bon courage, il y a 12 000 gamins qui ont plus de diplômes et plus d'expérience que vous, et avoir été un grand sportif ne garantit pas que vous puissiez être bien évidemment recruté, et pour le club, économiquement, c'est un bon investissement. J'encourage donc à faire à chaque club, votre club d'aujourd'hui, votre métier pour demain, et ça permet d'associer effectivement un certain nombre de sponsors qui ne sont plus des gens qui amènent de l'argent, des mécènes ou des gens qui cherchent à avoir un retour sur investissement. Vous imaginez bien que la bâche dans le gymnase est plus symbolique que profitable pour une entreprise. Mais déjà lui résoudre sa problématique d'identification de potentiel humain et de recrutement pour la PME-PMI de proximité du club, c'est un avantage. Trouver des gens bien, c'est difficile. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à M. Pellet? Non? Oui? Pardon. Une remarque du chef de la région. Moi, je comprends la démarche, mais je voudrais quand même rappeler que sur un CV, quelqu'un qui n'oublie pas en bas de son CV, quand il postule sur un emploi, de noter qu'il a été sportif au niveau où il a été sportif en sport collectif ou en sport individuel. Pour le chef d'entreprise qui a le CV, ça reste un plus. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et on a toujours tendance à vouloir minimiser le parcours sportif, quel qu'il soit. Mais un jeune ou un moins jeune qui a eu un parcours sportif, qui a à un moment donné été dans une équipe, même sur des sports individuels, parce qu'on parle de sport individuel, mais le sport individuel en judo, c'est aussi un sport collectif, on le sait, parce qu'il y a l'équipe derrière. Donc, il me paraît que c'est important de noter. Alors, la démarche de l'entreprise, bien sûr, je la comprends. On a d'autres exemples avec l'entreprise Lyonnais sur Beauvais qui pratique de la même façon. On a d'autres entreprises. Mais ne pas oublier qu'il faut absolument valoriser. À cursus et à niveau de formation égal. Oui. Le problème, c'est que le gosse, plus il est talentueux, moins il est à un cursus et à un niveau de formation égal quand il va sortir. Bien sûr. Il va pouvoir dire qu'il est champion de France en bas de CV, mais il a un déficit très très important de haut CV qui fait que souvent il sera rejeté à la lecture de son CV. Ce qui est une des grosses problématiques. Plus le gosse est talentueux, moins il a de chances de réussir sa carrière professionnelle. Pas l'athlète de très haut niveau, encore une fois, où tout est fait. Mais sur l'intermédiaire, ce qui fait vivre la grande majorité de nos clubs, c'est bien évidemment le gosse qui a un niveau régional ou interrégional ou un peu national. Donc là, on est dans la taille de mon club, encore une fois. Au-delà, l'image de l'athlète qui a réussi est suffisante pour l'entreprise et elle va capitaliser sur cette image-là, bien évidemment. Donc c'est vraiment pour des jeunes qui aujourd'hui, dès le bac, sont pris en centre de formation, même s'ils le font en 4 ans, ont pour beaucoup des difficultés, et vous parlez des doubles programmes et la vie professionnelle entreprise, on sait les uns et les autres que c'est pas forcément une immense réussite, et donc on est effectivement dans un constat où nos talents, on doit leur permettre à 5 ou 6 ans une reconversion. Voilà, c'est une expérience. Ça n'a bien évidemment pas vocation à être reproduit partout, mais ça a fonctionné sur 3 ans avec de très très beaux joueurs et une logique économique pour les entreprises et pour le club. Ce qui était important pour nous, c'est que l'entreprise n'y a rien perdu et y a beaucoup gagné. De toute façon, je pense que chaque opportunité peut être intéressante.
on a passé beaucoup de temps avec le hand et c'était un plaisir, puisqu'il y a beaucoup d'expérience. On peut peut-être parler du cyclisme aussi. Alors donc, je crois que M. Nicolas Louis s'était proposé de parler. Il est où, monsieur? Voilà. Vous devez parler, je pense que vous aviez à parler de rôle émission du CREF. Le CREF, ça c'est une idée qui est venue de notre président, M. Bernaudot, le président du comité régional. On s'est rendu compte qu'en Picardie, on n'avait pas de centre de formation justement pour les jeunes. Et il y avait une exode d'un peu de jeunes talents, entre guillemets, des jeunes prometteurs. Et nous, en Picardie, on n'a pas de structure par études ou de centre régional pour les accompagner avec des horaires aménagés. Donc c'est une étude qui est actuellement, c'est un projet pour la rentrée 2012, ça sera évidemment trop tard, mais ce sera un projet qui va être étudié jusqu'à septembre 2013 pour l'ouvrir en 2013. Parce que là, actuellement, les jeunes partent, nos jeunes Picards partent sur Caen, ils partent sur Flers, c'est dans l'Orne, ils partent en Champagne-Ardenne, sur Reims, et forcément, avec les déplacements des compétitions, donc le vélo, c'est quand même un sport qui a énormément de déplacements. Donc ils font leur compétition le samedi, le dimanche, et pour les jeunes c'est indivisible parce que le dimanche soir ils rentrent chez eux vers les 20h, 21h et ils doivent reprendre le train pour repartir sur Caen. Donc la plupart du temps ils sont obligés de rater le lundi matin parce qu'ils n'ont pas de train. Donc c'est que si on pouvait avoir une structure comme ça au niveau régional, ça serait quand même beaucoup plus facile à gérer pour les familles, pour les enfants. Et même pour leur carrière sportive c'était beaucoup plus simple parce que là au niveau récupération ils passent énormément de temps dans les transports. Nicolas, il a existé cette... Il a existé, il a été annulé pourquoi mon cher René, tu dirais en 2000, c'était terminé. C'est vrai, je me disais que on l'a fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, 21 ans, et c'est terminé dans ça a fonctionné pendant 4 ou 5 ans. On a parlé de CREF. Est-ce qu'avant de partir, Cécile et monsieur, un ouvrier, vous avez parlé tout à l'heure de Pôle Espoir. Toi, tu diriges un Pôle Espoir en Picardie. Est-ce que tu peux dire quelques mots à propos justement des possibilités qui sont offertes à ces jeunes? Et est-ce que vous pourriez compléter ce sujet? Nos athlètes sont donc en filière pour le Pôle Espoir à partir de la 3e. Nous les prenons à partir de la 3e, jusque seconde, première, terminale. Donc ils sont dans une adaptation un peu différente de ce qui se fait normalement, puisqu'il y a des horaires aménagés et des adaptations notamment au niveau des passages aussi de bac blanc notamment. Donc ça c'est la particularité des pôles espoirs et de l'aménagement des pôles France également, où ils peuvent bénéficier d'aménagements, même sur l'EPS parfois. Donc, alors après, tout dépend. Alors effectivement, alors ça c'est important que tu le rajoutes, ça devrait être quelque chose qui devrait être, à partir du moment où on a un pôle espoir en convention avec un collège et un lycée qui accepte de prendre le pôle espoir, ça devrait être une obligation. Et c'est dans les textes et c'est pas toujours appliqué. Ça dépend bien souvent et encore une fois de la bonne volonté du chef d'établissement. Et du recteur. Et du recteur. Mais et la bonne volonté du principal, du proviseur, font que si on n'a pas cette sensibilité, ben voilà, on est encore prisonnier. Cécile, vous avez raison, mais s'il n'y a pas une volonté d'un recteur d'imposer à ses IRA de venir sur la démarche ministérielle qui est une obligation faite à l'établissement 2, on n'y arrive pas. On a malheureusement vécu dernièrement avec un recteur qui a tout cassé, qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est en train de passer à autre chose. J'espère que ça pourra satisfaire. Et ce sont les gamins qui trinquent, hein, toujours. Oui, je sais, mais voilà. Et nous, on annonce aux parents, ben voilà, on va avoir des horaires aménagés, des études aménagées. Et puis la réalité fait que sur une non-volonté, alors autant que faire se peut, on limite la casse. Hein, mais c'est vrai que c'est important parce que à un moment, l'image de marque, elle en prend un coup. Hein, et elle n'est pas forcément de notre fait. Et il faut toujours qu'on rattrape le coup, parce que là on peut perdre des licences pour le coup, où on peut dire la filière de judo, pour un établissement qui ne va pas faire voilà, pour une volonté politique qui ne va pas assurer ou qui n'ira pas dans notre sens, alors que les textes sont écrits, on peut payer les pots cassés. Donc
effectivement, là encore, on est dans cette difficulté-là, mais bon, maintenant on y arrive, hein, parce que on est obligé de déployer d'autres choses à côté pour faire en sorte que finalement les athlètes qui sont dans le cursus et qui sont non pas aux 35 heures mais aux 40 heures, on arrive quand même malgré tout à les satisfaire. Et puis voilà. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour eux, hein, c'est pas simple. Hein. Moi, je sais que des fois je leur dis, ils sont solides les gamins. Ils sont franchement pas aidés, hein, mais bon. Malgré tout, on a des aides de la direction régionale qui nous accompagnent fortement dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau, et heureusement d'ailleurs, on se bat au jour le jour. La conséquence, c'est que toutes les structures sportives des différentes disciplines ne peuvent pas toujours rester dans les écoles ou les établissements scolaires qu'on souhaiterait. Et là, certaines s'orientent plus vers des établissements privés, malheureusement, alors que ça pourrait être beaucoup mieux si l'ensemble des sportifs étaient dans un même établissement et pour aménager les horaires pour la pratique sportive, ça serait beaucoup mieux d'avoir tous les élèves dans les mêmes établissements. Est-ce qu'on retrouve la même chose au handball? Oui et non. Nous sommes structurés de la même manière. C'est une structuration qui a une histoire, notamment avec le rôle de l'État en la matière. Pour information, le premier pôle handball, c'est Daniel Costantini, je vois qui c'est, il a créé en 75-76 à Marseille. Donc il y a toute une histoire derrière tout ça. Nous, on a aussi la chance d'avoir un pôle par région, hommes et femmes, enfin garçons et filles. Un double pôle. Voilà. Deux pôles. Hein. Voilà, double pôle. Donc on a un 50 en France, ce qui est énorme en termes de structuration. Nous n'avons pas de compétition, de logique différente entre les pôles et les clubs pro. On a bien différencié l'accès pôle et l'accès qui vient après des clubs professionnels dans les centres de formation. Donc ça c'est important parce que c'est une question de maturité aussi de jeunes, de l'athlète. Dans certaines disciplines, c'est difficile de faire cohabiter les deux. Nous on a bien utilisé tout ça, bien segmenté tout ça. Ensuite, il y a une sélection à l'entrée du pôle, sportive et scolaire, notamment avec un rôle des chefs d'établissement en la matière. On l'a ouvert notamment au lycée professionnel, puisqu'on s'apercevait qu'on était quand même assez comment dirais-je, dans une filière traditionnelle éducation nationale. Donc là, on l'ouvre sur d'autres types d'enseignement. Le rôle des recteurs est fondamental, comme il a été dit à juste titre. Personnellement, je pensais que le ministère des Sports serait rattaché à l'éducation nationale. Ça avait été un peu ce qui avait été évoqué. Ce qui ça aurait été un chambardement dans l'univers institutionnel de l'État et des sports. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être intéressant justement pour asseoir la place des pôles et asseoir le rôle des recteurs en la matière. Voilà. Mais c'est une structuration qui est solide. Je me sens bien pessimiste. Vous aurez l'occasion peut-être tout à l'heure, je me permets de le dire, puisque vous êtes tous invités à 15h30 par la mairie d'Amiens à venir rencontrer Madame le ministre qui est cet après-midi à Amiens, je dis bien tous, à la mairie d'Amiens, 15h30, il y aura une interruption du colloque 15h30, 16h pour pouvoir rencontrer le ministre. Moi je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Regardez bien. Pessimiste. Non, mais regardez bien, je comprends. Il y a un ministère de plein exercice qui vient d'être recréé. On lui a enlevé des choses pour lesquelles il n'était pas fait. Hein, je veux bien, mais l'action sanitaire et sociale... Aujourd'hui, vous avez 3 ministères qui concernent nos pratiques, dans les priorités fixées. Je ne vais pas vous développer un programme électoral puisque le président est élu. Hein, il est clairement élu. 30 propositions, première phase de proposition, le sport à l'école. Éducation nationale. La réussite éducative de l'ensemble de la filière sportive. Ministère de la réussite éducative rattaché au ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative, les trois pouvant fonctionner ensemble. Moi, je suis persuadé. Et pour aller plus loin maintenant que les pôles, parce que les pôles, c'est des structures voulues par les fédérations sportives, par des textes de loi. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pôle? Qu'est-ce qu'on fait quand un gamin sort du pôle et qu'il n'a plus rien? Est-ce que nous avons le droit à expérimenter quelque part un centre de formation? Pas besoin de label ministériel, moi je dirais tranquillement. C'est-à-dire la bonne volonté, ce qui a pu être fait par exemple sur le club de l'APH, avec une démonstration de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on est capable, en tant que monde du sport,
d'expérimenter quelque chose qui nous permette, soit au niveau d'un club, soit au niveau de la communauté départementale, soit au niveau d'une ligue, de mettre en place une structure light, avec un suivi scolaire de nos athlètes, avec un suivi socio-professionnel de nos athlètes et un suivi sportif de nos athlètes. Sans toutes les contraintes qu'il peut y avoir en pôle, mais s'assurer que quand on a fini, quand on est sorti d'un pôle, parce qu'on sort relativement de bonne heure en hein, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Cursus professionnel, il n'est pas encore assuré. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il reste dans le sport, qu'il reste dans le hand, qu'il reste dans le judo, qu'il reste dans autre chose? Eh bien, nous venons en région, parce qu'on fait preuve aussi parfois d'un peu d'intelligence, partagée, avec les services de l'État, et ça on peut le dire, de mettre en place des outils que l'on propose à un certain nombre de clubs sportifs pour qu'on s'assure que le parcours sportif qui a été à un moment donné pour un jeune puisse être suivi après le pôle, ou quand il n'y a pas de pôle, parce qu'il y a encore beaucoup de fédérations sportives qui n'ont pas la structuration, puisse être aussi mis en place des structures qu'on va appeler de haut niveau sur des clubs supports, sur d'autres supports. Il y a des exemples, hein, en judo, Jackie pourrait parler du JOP, on pourrait parler de plein de choses comme ça. Qu'est-ce que l'on met en place et est-ce qu'on a le droit à l'expérimentation? Quels moyens on met derrière? Je pense que ça, il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Le sport, ça bouge aussi, et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à regarder ce qui pourrait demain être une expérimentation régionale et qui pourrait devenir, pourquoi pas, autre chose qu'une expérimentation régionale, les directives nationales. Je vous rappelle simplement que les premiers mots de Madame le ministre des Sports, Valérie Fourniron, donc, hein, qui était de dire les conférences régionales de développement du sport doivent être mises en place dans toutes les régions, ce sont des instances de concertation, c'est ses premiers mots en tant que ministre. Deuxième parole de Madame le ministre, c'est maintenant il faut que l'argent du sport revienne au sport. Donc c'est des choses claires qui doivent être mises en avance. Et puis, il se fait que dans toutes les déclarations qu'elle a pu faire récemment, mais aussi les déclarations avant qu'elle ne soit ministre, il y a des choses qui ont été expérimentées en Picardie. La conférence régionale de développement du sport est citée en Picardie en exemple national. La politique de réussite éducative mise en place par le Conseil régional de Picardie a été citée et a servi, entre autres, à élaborer les quelques lignes d'un programme électoral. Vous vous rendez compte qu'on est en capacité. Ce qui veut dire qu'on nous a demandé pendant 2 ans, à certains d'entre vous, c'est des Picards qui savent comment on a travaillé, d'être terrain d'expérimentation pour voir ces mesures-là mises en place au niveau gouvernemental. Merci au monde du sport d'avoir participé. Voilà, donc c'est pas pour ça que Valérie Fourniron vient aujourd'hui, c'est complètement décalé par rapport au temps, mais moi j'ai obtenu que cette instance nous soit consacrée. Alors ce que je viens de vous dire là, j'allais le dire sur notre atelier, je suis un peu désolé de vous quitter, mais vos travaux, vos réflexions, le monde du sport quand il réfléchit, et les comptes rendus des colloques sont toujours des choses importantes. Elles nous permettent de réfléchir et de faire avancer. Merci beaucoup. Pour revenir sur ce que disait Olivier, nous en balle, on a vraiment nous sommes en train de travailler sur le dossier post-bac. Complètement. Il faut très rapidement ça se mette en place. On accepte Bien sûr. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Mais tous les sports qui ont des pôles sont demandeurs de quelque chose après. Oui, et tous ceux qui n'ont pas de pôle sont aussi demandeurs, donc il faut qu'on mette en place, c'est parfois pas grand-chose. L'aménagement du temps scolaire, il y a parfois des établissements où on arrive à négocier chef d'établissement sans qu'il y ait la couverture rectorale, ça viendra peut-être par la suite ou ça ne viendra pas, parce que les établissements et les enseignants restent, les recteurs passent. Voilà. Et s'il y a d'autres choses que les recteurs qui doivent passer, ils passeront aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se dise, on est dans une région où on a 18% de jeunes qui sortent en qualification, bah, dedans il y a des sportifs. Et on en fait quoi? Ils sont à la rue parce qu'ils n'ont pas réussi scolairement, il faut peut-être qu'on reprenne. Et donc il y a à retravailler, avec le monde du sport. Alors c'est plus le sport tel qu'on le pratiquait en disant, nous c'est la partie sport. Non. On l'a vu tout à l'heure hein, sur Abbeville. Tout le lien social qui est mis par les 11 animateurs de la ville d'Abbeville, ça amène complètement autre chose qu'une pratique sportive. Et on est en plein dedans. On est en plein dans le sujet. Alors, petite remarque sur le handball, il y a un gros projet, et je demanderai à la Fédération française de hand de regarder de près, je l'ai dit il y a quelques jours, il y a un gros projet actuellement sur Fort-Mahon de création d'une halle couverte de sport de sable, portée par la Fédération française de tennis. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres fédérations sportives qui utilisent de sable. Une halle couverte, non chauffée, c'est pas le problème, mais je pense que ça peut être sympa. Ce projet-là me paraît plus qu'intelligent pour développer des pratiques ludiques, mais aussi sportives, à destination d'un grand public. Et je l'avais dit il y a quelques jours, je sais que parfois je décoiffe un peu, mais bon, ça va Alors, mieux. vous parlez de Jackie tout à l'heure, justement, Jackie, on a parlé de post-bac, et on a aussi pré-lycée.
Parce qu'en fait, Jackie sort du département de l'Oise, parce que je lui succède, il est maintenant en Ligue de Picardie, et il avait déjà mis en place, on avait mis en place il y a bien longtemps, une classe sportive en collège dans l'Oise qui a très bien fonctionné, puisque à partir de là, on a formé des jeunes qui sont arrivés dans le pôle espoir, qui sont arrivés ensuite à des niveaux nationaux, qui ont aussi réussi leurs études, et c'est une bonne chose. Et on refait cette année, après avoir que la classe précédente se soit un petit peu cassé la figure, au bout de quelques années, ça dépend des aléas de la présentation des enseignants, des principaux, etc., etc. Cette année, on va remettre une classe en place et on aimerait bien, avec de l'aide aussi, parce que ça demande forcément un tout petit peu de finances, aller de plus en plus pénétrer dans les collèges. Que ce soit par le périscolaire ou par autre chose. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est donc, Jackie, si tu voulais en parler un tout petit peu, puisque c'est toi qui as commencé à le mettre en place. Je vais vous laisser, je vous en prie, merci. Parce qu'en fait, comme l'a dit Nicole, on avait du judo à l'école. Malheureusement, c'était un prof d'éducation physique qui était judoka, donc qui était prof de judo, qui a pu nous aider pour développer, à côté de Creil, à Nogent-sur-Oise, ce judo à l'école. Bon, il a été muté, ce qui fait que ça a périclité. On a relancé à Liancourt, au collège de Liancourt, la saison qui se termine là, encore à judo à l'école, avec l'aide du CNDS. Le proviseur et son adjoint est aussi un judoka, donc on rebondit. Le comité Oise a changé des tapis qui étaient très, très usés pour remettre des tapis plus récents. Et donc là, on va repartir sur place de judo. C'est intéressant parce que cette continuité va nous amener ces jeunes vers le pôle espoir, qui par la suite, le pôle espoir, on peut après rebondir sur d'autres propositions. Donc en Picardie, il y a le fameux Judo Oise Picardie, un club d'élite aidé par le conseil général et le conseil régional. C'est une expérience maintenant qui a maintenant 8 ans. C'est ouvrir la possibilité de regrouper les meilleurs athlètes dans un club d'élite, qui va permettre à des jeunes de les aider à aller beaucoup plus loin que leurs entraînements de club. Alors l'idée, c'est que ces jeunes restent au sein de leur club d'origine, et on les regroupe dans ce club pour aller par des entraînements plus importants, pour les faire participer à des stages, pour les faire participer à des tournois nationaux, et même des fois internationaux. Et heureusement qu'on a l'aide du Conseil général pour ceci, parce que, autant vous dire que l'aide des partenaires, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas, on a beau se battre, le judo, personne ne va investir dans le judo. Et donc, heureusement que là, les intervenants, les enseignants, les entraîneurs sont tous bénévoles. Et ils se déplacent bénévolement, ils ne sont pas rémunérés, et on fait tout ça gracieusement. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas le budget. Et ça permet à ces jeunes-là d'aller au-delà, donc de participer et avoir des résultats au niveau national. Et malheureusement, ce club, on peut présenter 4-5 nationaux et internationaux, et arrive un moment, on ne peut plus suivre. Et à ce moment-là, ils partent de la région, ils vont bien souvent à Paris, dans des gros clubs qui leur offrent des budgets plus importants. On arrive de temps en temps, comment dire, parce qu'on s'occupe du côté social. Ce sont des gens qui n'ont pas des hauts niveaux au niveau scolaire, donc on les dirige vers un diplôme d'enseignant. Donc là, on va les aider, toujours aidés par le Conseil général et puis par le CNDS. Donc on les pousse à passer des diplômes d'État d'enseignants, et on leur propose aussi d'entraîner un club qui leur apporte un petit peu d'argent. Bon, et donc ce club-là, comme je suis passé président de la région, on va le monter au niveau régional. Alors on avait quelques participants de la Somme et de l'Aisne, mais mon objectif, entre autres avec Nicole qui
qui m'a succédé dans l'Oise, c'est de passer ce club au niveau régional et de beaucoup plus offrir à tous les clubs de la région cette proposition du judo Oise Picardie. Alors donc vous voyez toutes ces structures, les classes judo, le pôle espoir. Alors bien sûr, le pôle espoir, ça peut être le pôle France, ça peut être, bon, il y a d'autres structures, hein, on a des jeunes qui sont aussi en pôle France. Hein. Et après d'aller le plus haut possible au niveau national et international. Voilà. Merci Jackie. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les catégories qui s'étaient présentées. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou a des questions à poser à nos intervenants? Tout le monde est heureux? Alors je vais vous inviter à passer à table. Merci à tous d'avoir participé, c'était un plaisir.